Mais de façon plus intéressante, même si ça ne se voit pas, parce que ce n'est pas obligatoirement plus visible, mais c'est plus intéressant du point de vue analytique, l'art contemporain va se mettre à faire des effets en exploitant les mécanismes mêmes de la technique, c'est-à-dire en exploitant le jeu qualitatif ou le jeu quantitatif de la technique, étant du point de vue, dirais-je, des matériaux que des fins elles-mêmes. Donc ça fait vraiment une subtilité d'analyse que pratiquement ils illustrent d'un bout à l'autre. L'art contemporain donc expérimente aussi techniquement cette fois-ci les qualités ou les segments littéralement de la technique. C'est-à-dire que c'est plus un travail sur trouver des nouvelles matières qu'on n'avait jamais utilisées, ou bien faire de nouveaux effets qu'on n'avait pas eu l'habitude de faire, ou qui étaient trop cantonnés dans certains domaines. C'est qu'importe la nouvelle matière, qu'importe les nouveaux effets, c'est certaines qualités de la matière qui vont être retenues même si on la connaissait depuis longtemps, et certains effets qui vont être effectivement exploités. On rentre dans une subtilité de la raison technique qui est effectivement intéressante. Alors du point de vue par exemple qualitatif, il y a comme ça un tableau, mais c'est pas un tableau, c'est ça qui est terrible, un truc qui est fait par Kounellis, et qui est voilà, une grande plaque d'acier avec une espèce de gros camembert au milieu, jaune. Donc on a l'impression d'un soleil qui sortirait, si on veut se mettre à l'image, ça fait voilà, une espèce de gros soleil qui serait sur un fond très nuageux, un soleil dans les nuages noirs, ça serait intéressant. En fin de compte, évidemment, il n'y a aucune allusion à ce genre imagier. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil, entre guillemets, ce gros disque jaune, là justement, il est constitué, mais littéralement, par une espèce de camembert de cire. Et dans le fond, quasiment le coup de génie, il est dans le camembert de cire. Puisque, effectivement, c'est l'analyse complètement originale d'une matière qu'on connaît parfaitement, la cire. Toutes les dames connaissent la cire, les messieurs aussi, donc pour ne pas être genré. Donc la cire est connue de tout le monde, sauf que justement, elle est connue non pas pour son caractère jaune, mais pour son caractère incolore, transparent. Et elle est connue non pas pour le fait d'être en pâté, mais le fait d'être précisément étalée. Et dans le fond, l'analyse de Kounellis, c'est exactement d'en faire l'inverse, c'est-à-dire de le prendre non étalé et empâté, le prendre non incolore, mais au contraire jaune, comme est la cire littéralement dans son bloc. C'est pas grand-chose, ça ne bouleversera pas les ménages, ça ne bouleversera pas non plus les effets de couleur, c'est pas extraordinaire. Sinon que effectivement, ça manifeste une espèce d'analyse technique extrêmement fine et extrêmement originale qui consiste à y trouver dans un matériau connu d'autres qualités et d'autres façons de le traiter, d'autres façons de l'entraîner. Et donc je crois que de ce point de vue-là, c'est effectivement quelque chose de remarquable, même si c'est pas grand-chose au départ et c'est pas grand-chose à l'arrivée. C'est entre les deux que c'est remarquable. Des gens que je n'aime d'ailleurs pas beaucoup, qui s'appellent les Poiriers, et qui font des scènes un peu classiques, un peu je sais pas quoi, enfin bref, emploient aussi par exemple du charbon. Et là aussi, le charbon n'est pas pris parce qu'il a des qualités de chaleur et qu'il est capable d'être enflammé, évidemment. Et donc, il est pris pour l'insondable profondeur du noir, ce qui est effectivement caractéristique de toutes ces questions de suie, de charbon, etc. C'est le caractère véritablement, incroyablement profond de la couleur, quoi. Là aussi, c'est intéressant. La scène qu'ils ont faite de cette façon-là est quasiment
complètement cucu avec un cheval qui se balade dessus. Je trouve ça assez ridicule. Mais là aussi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'ils aient été capables d'analyser cette matière que tout le monde connaît, le poussier de charbon littéralement, mais pour une qualité pour laquelle on ne l'employait donc jamais. Donc des capacités de voir des qualités là où les autres ne voyaient rien, en quelque sorte, quoi, hein, d'exploiter des qualités qu'on n'avait pas, et puis d'exploiter littéralement des nouvelles façons de segmenter, de mettre ça en œuvre. Tony Craig parle par exemple de plâtre roulé, de métal empilé, de forme de bois fiché, de verre ébréché, de bronze fondu. C'est vraiment intéressant puisque la matière y est peut-être, mais c'est surtout son traitement qui est retenu. Morlaix, qu'on verra plusieurs fois d'ailleurs, qui est tout à fait intéressant, se classe lui-même en 5 chapitres, c'est quand même assez amusant. Il parle de la juxtaposition, de la superposition, de l'interférence, de la fragmentation. Donc on est vraiment dans des questions de quoi on s'en fout, vous voyez. Ce qui est uniquement en cause, c'est qu'il juxtapose, superpose, interfère et fragmente. Donc on est vraiment dans les modalités techniques de l'analyse associative. Et puis il rajoute un 5e élément qui lui n'a rien à voir, mais qu'on verra plus loin quand même, qui est le hasard. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre car il n'est pas si hasardeux que ça, justement, vu qu'il est extrêmement calculateur. Mais enfin, ces autres principes sont effectivement des principes associatifs. Alors, il y a évidemment des effets à ce moment-là qui sont tout à fait étonnants. Par exemple, il va y avoir toute une production de choses à voir, mais qui n'existent que par le relief. C'est-à-dire, dans le fond, on avait l'habitude de faire des choses à voir qui étaient des couleurs différentes, c'est tout. L'art contemporain va exploiter évidemment des couleurs, mais des couleurs en relief, qui ne seront pas, entre guillemets, pour autant de la sculpture. Alors, sauf qu'évidemment, il y a un moment, on ne sait plus à quoi on a affaire. Hein. On ne peut plus rester avec les catégories habituelles de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Ça, c'est sûr que la chose est mal barrée. Donc, évidemment, on se retrouve avec des catégorisations qui ne sont plus du même genre. Donc, effectivement, Morlaix fait des superpositions comme ça de carrés les uns sur les autres, et puis légèrement décalés, et puis voilà, l'œuvre c'est ça. Alors en même temps, c'est déjà du relief, hein, au bout d'un certain moment, justement, comme on superpose, comme on juxtapose, c'est plus de la peinture au sens du plan, quoi, hein. Imi Knoebel fait effectivement des espèces de superpositions successives, littéralement de planchettes, un peu dans tous les sens, colorées différemment, et on pourrait dire quasiment qu'on a presque le même effet, entre guillemets, hein, que Mondrian, c'est-à-dire des suites de carrés, de rectangles comme ça, sauf que Mondrian le fait véritablement en peinture et c'est en plan, Knoebel le fait en sculpture, mais c'est pas de la sculpture, c'est pas, encore une fois, c'est pas le problème, mais il en arrive au même effet, mais avec une modalité de composition, une modalité associative qui, de ce point de vue-là, est extrêmement originale. Donc il y en a d'autres, hein, Gorin, tout ça, ont fait effectivement des effets donc, de ce genre-là. Ça va être aussi le moment pour l'art contemporain de faire exploser le cadre, justement. L'idée même du principe qui était lié à la peinture et à la représentation, c'est-à-dire d'un cadre orthogonal, plan et orthogonal, va complètement exploser et on va se retrouver avec des choses à voir, mais qui ne seront plus dans un cadre orthogonal. Donc Stella, Edward Skelly et tout ça font des choses qui sont avec des zigzags dans tous les sens, ou bien mis sur la diagonale, enfin voilà, tout le principe même donc du plan, tout le principe de l'orthogonalité du plan va évidemment disparaître. Tout le principe de l'accrochage sur le plan même va disparaître, hein, et ce bien souvent depuis le début d'ailleurs, mais vous avez effectivement, avec les Russes même, hein, des compositions qui se font dans les angles des pièces. Hein, ça ne se fait plus voilà, sur le mur, accroché au milieu du mur comme un beau tableau, c'est quelque chose qui déjà déborde le mur et si possible n'est pas au mur mais est dans l'angle.
hein. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez ça aussi avec tout le mouvement support-surface qui va se mettre à faire des choses qui seront par terre. Il n'y aura plus de dessus, de dessous, de parois verticales, de plafond, de plancher, il n'y a plus rien, quoi. Ça se met de toutes les façons possibles et imaginables. Support-surface a à peu près systématisé, c'est même quasiment didactique et donc un peu sans intérêt, mais à systématiser la possibilité de faire indéfiniment des séries, d'un côté, et puis de faire indéfiniment tous les types d'associations. Donc, encore une fois, il y a des choses qui sont larges comme ça, mais qui font tout le mur, des choses qui sont au mur, mais qui sont en même temps par terre, des choses qui sont juste posées contre le mur, des choses qui vont aller dans l'angle, voilà. Et des choses, quoi, on s'en fout. Le travail, en fin de compte, n'est pas de savoir quelles sont ces choses. Il y a des choses qui sont des bâtons, et des choses qui sont des grands cadres assez jolis, d'ailleurs, c'est très déco, mais enfin bon, ça peut être n'importe quoi, c'est pas le problème. En fin de compte, le travail, il est dans le fait que c'est à la fois par terre, au mur, voilà, c'est à l'oblique, que c'est dans l'angle, que c'est n'importe où. Donc on a évidemment une expérimentation en tout genre. Kuhn-Ellis a fait encore des choses avec le coq d'ailleurs, qui est dans une espèce de cadre en acier par terre, donc une espèce de gros tas, et voilà, c'est pas de la sculpture, c'est pas de la peinture bien évidemment, c'est pas accroché au mur pour quelque chose à voir, mais n'empêche que c'est à voir. Ben voilà, c'est évidemment cette expérimentation-là qui est très caractéristique de ce jeu de l'art contemporain. Assez subtilement, ça pourra se retrouver dans le vêtement. Il y a des choses, y compris dans des vêtements très classiques à ce moment-là, ce qui est assez étonnant. Chez Jeanne Lanvin, par exemple, qui est donc une personne on ne peut plus classique, on ne peut plus haute couture, pour personne tout à fait convenable, il n'en reste pas moins qu'elle a fait des robes qui sont des robes tout à fait convenables, quasiment comme on dit princesse, avec taille serrée, enfin tout ça, manches gigots, enfin des robes pour des dames très bien, il n'y a rien de révolutionnaire dans l'affaire, sauf que, par exemple, il y a une de ces robes comme ça qui est toute faite d'un seul ruban remontant comme cela, d'un bout à l'autre de la robe. Et c'est, dans son genre, c'est très beau comme fait, mais c'est pas donc une espèce de dessin de bandes horizontales sur une robe, c'est un ruban de soie qui est recousu systématiquement sur une base, et qui, effectivement, tout le travail est là. Dans le fait de ne pas avoir pris un tissu de bande, en quelque sorte, et d'avoir fait le même effet, presque, mais par cette composition si subtile qui est la composition du ruban. Elle avait fait aussi des manches, voilà, des manches gigots, là, pareil, mais qui étaient faites à partir d'un empiècement qui partait donc de tout le col et qui faisait le dessus de la manche, bien qu'elle était d'emblée gonflée, vu comment c'était monté. L'expérimentation, jamais une manche n'est montée comme ça, elle s'arrête là normalement, enfin bref, on fronce, n'importe quoi, mais ça ne peut pas être monté comme ça. Et ben elle avait trouvé une espèce de petit montage qui faisait un effet très particulier, et dans le fond, tout le travail est là. La robe est entre guillemets banale, enfin elle est très classique, mais tout le travail est sur cette particularité associative du patronage, et donc on a d'une certaine façon, de ce point de vue-là, je crois que c'est de l'art contemporain. C'est quelque chose qui tient de ce mouvement contemporain des arts, même donc chez une personne aussi classique que Lanvin. Évidemment, on se retrouve avec la même chose, mais de façon bien plus sophistiquée et bien plus ratée, je trouve, chez Chalayan, qui va développer des dissymétries en tout genre, des trous en tout genre, enfin vraiment des choses extrêmement sophistiquées dont le résultat est tout à fait discutable, mais qui va aussi dans cette expérimentation, comment faire une robe avec d'autres morceaux que d'habitude, quoi, comment faire un patronage aberrant par rapport à un patronage normal de robe. Et j'oserais dire qu'une bonne partie des jeans contemporains tiennent de cela.
On voit bien qu'il y a des sophistications de patronage de jeans et de jeans minables, de marques minables. On n'est pas du tout dans le genre haute couture, mais qui est aussi comment faire un pantalon qui normalement a un devant et un derrière tout simple, comment faire un qui aurait un devant qui ne serait pas tout à fait un devant, qui passerait déjà dans le derrière et que la jambe serait en rond, serait effectivement coupée autrement qu'on le fait d'habitude, et donc vous vous retrouvez comme ça avec des jeans qui ont 2-3 ceintures par exemple, ou qui ont des braguettes à l'oblique au lieu de l'avoir tout simplement dans la ceinture. Ben ça c'est assez typique. Je crois que c'est des choses qui ne sont pensables, mais littéralement qu'en art contemporain. En fin de compte, ces vêtements minables, parfaitement communs, qui sont vraiment des vêtements de banlieue, sont en fin de compte des vêtements qui tiennent de l'art contemporain. Ça ne serait pas pensable s'il n'y avait pas eu l'art contemporain. C'est cette capacité que l'art contemporain a eue de repenser toutes les modalités des compositions, qui fait aussi bien Kounelis d'un côté que le jean de base de l'autre. Parce que de toutes les façons, autrement, on ne l'aurait jamais fait.